Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et vous l'imaginez, ravi de vous offrir l'histoire d'un chef dont vous connaissez le visage, mais pas forcément l'histoire. Juan Arbelez est un chef vu à la télé, mais c'est aussi désormais un chef entrepreneur qui dirige avec ses associés quelques restaurants, il va vous en parler. Il est suivi par près d'un demi-million de personnes sur Instagram. Bref, c'est un chef bien connu du grand public et moi j'adore quand ces oiseaux-là me donnent l'occasion de plonger au fond. Car vous savez, ici, on n'est pas du genre à rester à la surface et comme je crois que le succès ne frappe jamais sans raison, je me réjouis de découvrir l'histoire, la vraie, de Juan Arbelez. À dire vrai, les fidèles de ce podcast diront qu'il est déjà venu ici, c'est vrai, mais c'était pour parler de son rôle d'entrepreneur et il n'avait pas eu droit à son portrait. Il était donc temps que le Colombien le plus célèbre de France ait son épisode et c'est d'autant plus une joie pour moi que Juan est un booster d'humeur, un être engageant, souriant, qui vous emmène en 2 temps 3 mouvements dans une énergie qu'il a, dirait-on, sans limite. Alors qu'y a-t-il derrière ce sourire qui ne retombe jamais, derrière ce sportif avide de nouveaux défis? Comment peut-on être chef et célèbre à la fois? Moi je suis David Ordonneau et vous le savez, ici sur Chef, on soulève bien des questions en remontant le fil de l'histoire de nos invités. Aujourd'hui donc, je vais vous faire entendre, par ces mots, l'histoire d'un chef qui vient de loin dans le seul but de s'épanouir et de partager. Un chef dans l'ascension et l'authenticité force le respect. Voici l'histoire de Juan Arbelez. Si on doit se parler de cuisine là actuellement, ton rapport à cette discipline, à cette matière, la manière dont tu l'exerces aujourd'hui, dans plein d'aspects, sur plein de terrains, dans plein d'endroits, à plein d'occasions. Tu la vois comment? Comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Ma discipline a énormément changé par rapport à quand j'ai démarré en cuisine. Mes premiers pas étaient derrière un poste de travail, derrière les frigos, les timbres, derrière la plancha, derrière le barbecue, derrière les casseroles, les poêles. Aujourd'hui, il y a eu une évolution qui est assez marquante, hein, parce que je passe de cuisinier à cuisinier manager, à cuisinier manager restaurateur, cuisinier manager restaurateur, image de marque. Enfin, il y a tellement de cordes qui se sont rajoutées aujourd'hui à cet arc que finalement, c'est le temps, c'est pas quelque chose qui peut se multiplier, hein. La journée, elle a 24 heures, la semaine a 7 jours. Donc, quand tu rajoutes des cordes, justement... Quand on te voit, on a l'impression qu'on peut multiplier le temps, par contre. Hein, quand on te suit. On se dit que tu as trouvé le truc. Non, pas vraiment. En vrai, oui, il faut que j'abandonne, il faut que je fasse certains sacrifices à, du coup, ce métier qui était mon métier du début, derrière les fourneaux. Et tu te sens comment, du coup, quand tu les retrouves? Ouais. Non, en vrai, alors... Tu sais, je suis un gars qui a toujours été un éternel positif. J'adore le fait de me dire que, tu sais, j'ai travaillé pour être là où je suis, donc en vrai, c'est moi qui l'ai décidé. J'ai horreur des gens qui, au moment où ils sont connus, ils ont fait plein de vidéos, ils ont été sur YouTube, ils ont fait Instagram, ils ont fait TikTok, et ils sont saoulés qu'on leur demande des photos dans la rue. Tu vois, je comprends pas ces gens-là. Moi, j'ai travaillé pour être là où je suis. C'est mes choix qui m'ont amené là. Tu vois, ça m'est pas tombé sur la tête. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me demande, quand il y a de la reconnaissance ou quand il y a des sacrifices à faire, je sais que ça fait partie des enjeux pour en être là. Est-ce que aujourd'hui je suis à l'aise avec tout ça? Je pense que je suis complètement à l'aise. Il y a un truc qui est très difficile dans la façon comme j'ai mon métier, je gère mon métier aujourd'hui, c'est que j'ai 10 restaurants en propre, j'ai 10 fonds de commerce qui nous appartiennent à Eleni, avec le groupe que j'ai fondé avec PJ et Greg, et on a 7 en consulting. Quand on fait du consulting, nous, on les gère comme si c'était nos restos. On met nos équipes en cuisine, on met nos directeurs, et c'est tout aussi important parce que tu mets ton nom, donc c'est tout aussi risqué. J'ai 17 restaurants en tout. Ce qui fait que je peux pas être dans tous les restaurants. Et les restaurants, il y a une certaine élasticité. C'est-à-dire que tu arrives, tu cales une carte, tu cales une assiette, tu cales une recette. Et avec le temps, il y a une élasticité qui se crée. Tu reviens, tu dis, attends, mais ce plat-là, ça a bougé un peu quand même, les gars. Là. Et tu arrives et tu te dis, qui vous a montré ça? Et on va te dire, c'est vous, chef. Donc là, tu sors ton téléphone et tu dis, voilà la photo. Et tu dis, voilà, il y a ça, qui n'était pas comme au début. Ah oui, d'accord. Ils ont la photo, il y a tout, fiche technique, photo, mais il y a toujours une élasticité. Et donc,
tu fais les 17, tu reviens au début, tu resserres et tu passes ta vie finalement à resserrer. Tu passes ta vie à éteindre des petits feux, à resserrer. Donc, disons qu'aujourd'hui, mon métier, c'est en grande partie, je dirais, 30, 40, 50%, c'est un métier de pompier à éteindre des feux. Tu es tout le temps un peu en train de remettre un peu cette élasticité en place, éteindre ces petits feux, la personne qui est partie, le directeur qui a démissionné, la serveuse qui est partie parce qu'elle était enceinte. T'es tout le temps en train d'éteindre ces petits feux. Donc, est-ce que aujourd'hui je suis complètement à l'aise avec ça? L'être humain est un éternel insatisfait, en vrai. On a envie de. Oui, parce que ça fait 3 fois que tu poses la question, est-ce que je suis? La réponse, c'est qu'il y a un petit doute, quoi. Non, parce que j'aimerais, tu sais, je fantasme de cet endroit dans lequel j'arrive à voir tous les clients. Tu vois, j'ai toujours. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec les personnes qui viennent et qui mangent. Ça m'a toujours passionné. Et même s'ils passent un mauvais moment, en vrai, je sais que dans mon métier, c'est impossible d'être parfait. C'est hyper complexe. On travaille avec des humains, on travaille avec du vivant, on travaille avec des légumes, des volailles, avec des poissons. C'est impossible d'être parfait. Il y a un jour, la livraison, elle n'est pas arrivée. Ta carte, elle est écrite. Mais c'est pas tant grave si toi, tu es là et tu arrives à gérer ton client. Ouais. Si tu lui expliques l'histoire, si tu l'amènes dans l'univers, dans ton problème, et une fois que le client comprend, tu sais que il partira heureux. Tu sais qu'à partir du moment où. Ton truc, c'est le contact. Oui. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive pas à être en contact avec tout le monde. Et c'est ça je pense que mon plus grand regret, c'est ça. C'est de ne pas réussir à voir les 800 couverts que je vois aujourd'hui. 800, 900, 1000 des fois, tu vois, ça dépend des événements mais je pense que c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas serrer la main de chaque client. Donc j'ai un espèce de fantasme d'un retour à un grand resto dans lequel on peut faire 150 couverts et je tourne et je vois tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ce chemin. Je suis très heureux. Je le partage avec des gens incroyables. Mes 2 associés sont mes 2 meilleurs amis depuis bientôt 10 ans. Tu vois, donc ça, c'est une preuve d'un business qui tourne, mais qui en plus, en vrai, on est heureux de le partager ensemble, quoi. Remontant le fil, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblaient les tout débuts, tes premiers souvenirs, quand tu y repenses, quand tu te replonges dans l'univers de ton enfance, tu vois quoi? Dans quel environnement t'as grandi? Alors, j'ai la chance d'être un enfant élevé par l'amour, élevé par la gentillesse, élevé par des valeurs qui sont des valeurs d'union, de communion, de partage. Je viens d'une famille qui n'a pas été, qui était pas riche, mais qui était pas pauvre. Une classe moyenne bien élevée. Une classe moyenne où, oui, je pense que le plus important était de faire attention à l'autre. Je viens d'une famille qui est très unie, très très unie. Ma mère, elle m'écrit quasiment 2-3 fois par jour pour savoir comment je suis. C'est une mère poule qui choisit énormément. Mon père, c'est un mec qui vient d'un petit village en Colombie où les valeurs sont très enracinées dans l'éducation. Donc, je pense que j'ai eu une chance énorme d'être très très bien élevé. Ça ressemble à quoi pour les gens qui ne connaissent pas encore ton histoire? L'environnement, c'est où? Et il y a quoi autour de toi quand t'es... Du coup, moi, je suis né à Bogota. J'ai vécu 3 ans à Cali, qui est c'est des villes en Colombie. J'ai vécu à Cúcuta. Mon père a été avocat. Il travaillait à l'époque pour le service des douanes dans une période très complexe de la Colombie parce que c'était les années 80. Qui sont les années les plus chaudes de la Colombie et à un moment où tout le narcotrafic pilotait un peu la politique. Un jour, on lui a proposé une mallette pour libérer un avion qu'il avait confisqué qui faisait partie du transport un peu complexe et il a décidé de pas l'accepter, quoi. Et il s'est fait du coup virer parce que tout le système était un peu gangréné et il a passé quasiment
8 ans son travail. Enfin, à chercher du taf. Du coup, il a changé de boulot. Il a dit que ce monde lui plaisait pas. Il y a une espèce de remise en question immense. Il a quitté la ville. Il s'est installé à 5 heures de Bogota dans une ferme dans laquelle il a décidé de récupérer les denrées alimentaires de tous les restaurants pour faire du compost et essayer de protéger des espèces endémiques qui étaient en voie de disparition. Mais attends, t'étais né à ce moment-là? J'avais 15-16 ans, ouais. Ah ouais, il t'a emmené dans ses bagages, du coup, tu l'as suivi dans ses... Non, nous, on est resté à Bogota. Ah ouais, d'accord, ok. Et lui, il faisait des allers-retours. Ah ouais. C'est quelque chose quand même, c'est courageux. Enfin, je veux dire, lui, il part faire son truc. Mes 2 parents sont complètement tarés, en vrai, sur les ambitions, les choix. Tu vois, ma mère, elle a fait des études de journalisme, mais elle a jamais vraiment exercé. Parce que, pareil, c'était des périodes où le travail était très compliqué. Ouais. Elle avait 2 enfants à nourrir. Mon père qui avait pas forcément de boulot. Et elle a trouvé des tafs dans des cantines d'école. Et du coup, elle faisait à bouffer dans les cantines d'école. Un peu comme moi, elle a monté les échelons. Au début, ils étaient 2. Elle a embauché. Elle a réussi à en avoir 2, 3 cantines au plus haut de son métier. Et du coup, moi, j'ai toujours baigné un peu dans l'univers de se dire qu'il faut avancer, il faut taffer, peu importe. Il y a un truc de travail, la situation. Ouais. Ça bosse, quoi. Ah ouais, c'est des charbonneurs. Et je suis né là-dedans. Et on nous a toujours dit, la phrase était, peu importe ce que vous faites comme métier, le plus important, c'est se donner à fond et essayer d'être le meilleur dans ce que vous faites. Je pense que ça a vraiment résonné en moi et ça s'est bien ancré. Tu te projettes comment dans ces moments-là où on te dit qu'est-ce que tu feras plus tard et tout, tu rêves de quoi? J'ai croisé un gars à ce moment-là qui faisait de la pub et qui avait une grosse bagnole. Tu sais, t'as 14 ans ou 15 ans et tu te dis, putain, lui, il fait de la pub, il a une grosse bagnole. Pas con. C'est pas con. Ça veut dire que faire de la pub paye de l'argent. Et je lui ai demandé de faire un stage dans sa boîte, au Gilby. Attends, mais c'est énorme. Ouais. Oui, énorme. C'est une grosse boîte, ouais. Il était un des boss de Ogilvy à Bogota. Ouais. Une grosse prod et du coup, je fais un stage là-bas, je me rends compte que je suis vraiment une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, j'ai aucune idée de créativité, ça me passionne le fait de réussir à créer quelque chose de nulle part. Ouais. Et de toucher les gens, mais je suis nul à chier, quoi. Mais vraiment, il y a rien qui sort. J'arrive avec des idées, mais c'est catastrophe. Et à côté de ça, tous mes week-ends, c'était moi qui faisais à manger pour tous les copains quand on se réunissait. Depuis mes 13, 14, 15 ans, 16 ans, c'était moi qui faisais... Genre chez toi, il y a les copains qui arrivent et c'est toi qui... Ouais, mais même quand on partait, un voyage, tu sais, dans un week-end, quand on partait un petit peu en maison de campagne ou on louait un Airbnb dans un truc où ça faisait la fête, c'était moi qui faisais les pâtes à 4 heures du mat, quoi. Et un jour, je croise un gars qui a une pizzeria, pareil, en soirée, 16 heures. Je vois le gars, je suis fan de ses pizzas. Il est devenu connu parce qu'il faisait une pizza à l'artichaut avec une crème, une espèce de sauce César aux anchois. La pâte, elle était cuite chaude. Derrière, il mettait cette sauce César froide, parmesan, des artichauts. C'était le seul à faire ça à Bogota à l'époque. Non, c'est hyper bien, c'était révolutionnaire. Tu sais. Mais là, même, ça me donne même envie en l'écoutant maintenant. Je te parle dans les années 90, tu vois, donc... balèze. Années 90-2000 et le mec il ramène ça, je trouve ça passionnant, je le reconnais parce que j'adorais regarder toutes les recettes. Je vais le voir, on parle pendant 1 heure en pleine soirée et à un moment j'ai des potes, je finis de discuter, j'ai des potes qui me disent 16 ans, 16 ou 17 ans, ils me disent mais c'est fou à chaque fois qu'on parle de bouffe, que tu croises quelqu'un de la bouffe, que t'es omnibulé pour ça, tu devrais être cuisinier quoi. Et je sais pas, il doit être 1 heure du mat en soirée. Flash. Et je dis, je pense que c'est ça ma voix. Et je décide du coup de plonger là-dedans. J'avais croisé à l'époque un gars qui s'appelle Philippe Vernet qui bossait chez Unilever à Bogota.
Je vais le voir, on boit un café. Je lui dis, je rêverais d'aller en France faire la cuisine. Est-ce que tu n'as pas des contacts? Il me dit, je connais le directeur de l'école Cordon Bleu. Il s'appelle Patrick Martin. Si tu veux, je te donne son contact. Il me donne son contact et il me dit, si un jour tu passes à Paris, passe me voir. Donc moi, j'avais des petits boulots de mannequin à l'époque. Je te passerai quelques photos, c'est vraiment la honte. C'est-à-dire je faisais des photos pour Chevignon et des... de mannequin, oui, d'accord, ok. Pardon, j'ai un accent de merde. Non, pas du tout. Je me dis... Ce mot, j'ai jamais réussi à bien ouais, le dire. c'est parce que tu veux pas le dire, parce que tous les autres, je les comprends très bien. Ouais, non, mais ce mot, j'ai jamais réussi à vraiment l'intégrer. Ah ouais, donc tu faisais des petites séances photos de mannequins. Ouais, à droite, à gauche, pour arrondir un peu les fins de mois. Et bah, c'est cool. Hein. Ouais, j'avais un peu d'argent de côté, ça marchait pas trop mal. Et avec cet argent, je viens en Europe. Fin d'année, j'avais 17 ans. J'arrive en Europe et mais attends, pardon, mais t'as dit à tes parents, t'as cette révélation en soirée. Déjà, j'imagine le truc, parce que c'est une histoire que j'ai jamais entendu une histoire pareille. Le mec, il est en soirée. On imagine tout le contexte en plus, parce qu'on imagine bien que c'est pas une soirée bridge et Earl Grey. Et tes parents, ils le prennent comment? Et enfin. Bah, c'est là où j'ai toujours dit que j'ai énormément de chance. C'est que, tu vois, mais devenir cuisinier dans les années 2000 à Bogota, enfin, tu te dis, mais mec, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Déjà, quand on est en France, en 2000, dire je veux être cuisinier, les parents en général disent attends, t'es gentil mon fils, enfin, tu veux pas faire des études plutôt? Toi, t'es même pas en France, faut que tu traverses, tu ailles au bout du monde. Enfin, c'est le bout du monde, c'est un autre monde. Hein. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux, Top Chef, la télé, les... Mais en 2000, ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. Et tes parents, ils disent quand même? Ouais, tu sais quoi, j'ai eu la chance, et encore une fois, j'ai de la chance d'avoir une famille qui a toujours été ouverte à comprendre tous nos choix. C'est déterminant. À partir du moment où c'était ancré, où c'était étayé, et ils se disaient, ok, le mec, il est pas en train de faire une folie, et c'est juste pour se barrer à Paris faire la bringue, c'est vraiment parce qu'il est passionné. Et il me voyait cuisiner, tu vois, il me voyait les week-ends, il me voyait la semaine, il me voyait acheter des livres, tu vois, de cuisine. J'avais, à 17 ans, j'avais 2 ou 3 livres de Pierre Gagnère chez moi, alors que j'avais jamais mangé dans un restaurant bistronomique. Tu vois, nous, les cadeaux de anniversaire, on les fêtait dans un espèce, pas le flunch, mais dans le style un peu, un resto à volonté, un peu sympa, quoi. Ouais, bien sûr. Typique colombien. Ouais. Donc, tu avais la bénédiction des parents, ils t'ont dit, ok, vas-y, feu, ça a l'air construit. Quand ils m'ont vu, mon père, il m'a dit, tu sais quoi, tu peux tout faire et on pousse, juste, il faut que tu sois le meilleur. Et il faut et on va y croire, mais il faut que tu sois le meilleur. À l'époque, en plus, tu vois, ils m'ont aidé quand même parce que j'arrive au Cordon Bleu. L'histoire, c'est un peu chiant parce que j'essaye de l'appeler, il me répond pas. Je passe là-bas, la secrétaire me dit, enfin, il faut un rendez-vous. Je passe 4 fois, j'étais une semaine à Paris, je passe 4 jours. Le 5e, je dois partir, j'arrive avec ma valise et coup de bol, il fume une clope dehors. J'avais vu une photo de lui dans un magazine. Donc le directeur de l'école, quoi. Patrick Martin. Qui était déjà, l'école qui était déjà sur là où ils sont aujourd'hui. Non, c'était dans le 15e arrondissement, rue de l'Homme, dans un bâtiment. D'accord, ouais. Mais vraiment un truc... Parce que c'est plutôt chic aujourd'hui où ils sont au bord de Seine, le bâtiment, il est quand même... Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Donc le mec fume sa clope. Et le gars fume sa clope et je vais le voir, je lui dis excusez-moi, c'est Philippe Vernet qui m'a donné vos coordonnées, j'essaie de vous contacter depuis une semaine, j'arrive pas à vous avoir. Et en fait, je viens de Colombie, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je suis prêt à tout faire pour faire des études chez vous et pour apprendre à cuisiner. Si vous voulez que je nettoie les chiottes, que je coupe des carottes, que je fasse à manger, que je suis prêt à tout. Et il me dit viens. Il était en pause, il avait une espèce de réunion, un CODIR, comité de direction. Je rentre dans une salle, là il y a 7 chefs, il y a 4 mecs en costard, 3 nanas, et lui qui s'assoit, il dit vas-y raconte-nous ton histoire comme tu viens me la raconter. Ouf. Moi, je suis sac à dos, je lui raconte mon histoire, et en tremblant tu vois, mais devant tout le monde. Devant tout le monde, et le truc il sort correctement, l'adrénaline, enfin je sais pas, ils sont touchés, et il me dit écoute, ce qu'on va faire c'est que je te file, tu viens, tu bosses 2 ans, et avec ces 2 ans de travail tu pourras te payer tes études. La joie énorme, quoi. Je réussis le truc, je rentre chez moi. Mais attends, tu bosses quoi En cuisine, du coup, j'étais... mais je savais pas couper, enfin, j'étais au bluff
complet. Ouais. Donc je rentre chez moi, je demande un stage dans un truc de burger qui est assez connu, qui s'appelle El Corral en Colombie. Et je demande un stage là-bas pour apprendre à couper des oignons, à ciseler, parce que je vais arriver dans un endroit où je connais rien, quoi. Ouais. Je fais là-bas un stage de 4-5 mois et derrière, j'arrive au Cordon Bleu où je fais du coup les mises en place pour les cours de cuisine et la bouffe pour tout le staff. Donc on fait à manger pour 100 personnes tous les jours. Donc en fait, tu es dans les coulisses de l'école, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'en cuisine, c'est comme en sport. C'est comme au rugby, c'est comme au tennis. On a voulu te montrer toute la théorie possible et inimaginable. Ouais. Si t'es pas en train de taper dans la balle, t'apprends pas. C'est la pratique qui te rend un bon joueur et c'est la pratique qui te rend un bon cuisinier. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai fait énormément de terrain. J'ai tapé dans la balle pendant tout ce temps-là. Du coup, j'ai fait 1 an et demi d'échauffement, en fait, avant que ça démarre, quoi. Avant que ça démarre, mais finalement, je fais jamais d'études. Un jour, il y a un examen final et c'était moi l'assistant du coup qui ramène tous les paniers, qui met tout en place. Il y a un gars qui se présente pas à l'examen final et je demande à un des chefs si je peux passer l'examen à la place. Sans avoir suivi un cours, quoi. En fait, juste en ayant fait le... Mais en même temps, je connais les cours par cœur parce que je suis assistant. Tu sais, je suis le commis qui est en train de tourner les 40 carottes pour les 40 élèves pendant que le chef, il en tourne une. Mais moi, je sais tourner des 40 carottes à une vitesse énorme. Donc, je lui dis, est-ce que je peux passer l'examen à la place de cette personne, comme ça, enfin. Et il me dit, écoute, si ça te fait plaisir, vas-y, fais-le. Je mets en place tout le monde, je passe l'examen et j'ai la meilleure note de l'examen. Ah, c'est génial. Et il y a un gars, Patrick Terrien, qui est jury du truc, qui dit qu'il a fait cette assiette. Donc, moi, je lève la main. Et à la fin, on est en train de boire un café. Il me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite, quoi. Je dis, j'ai 2 ans d'études derrière. Il me dit, mais t'aimerais bosser où? Il dit, mon rêve, c'est d'aller bosser chez Gagnère. Et il sort son téléphone. Il passe un coup de fil à Pierre Gagnère. Et 15 jours après, j'étais dans la cuisine de Pierre Gagnère. Donc, j'ai jamais fait mes études. Tu sais, je rentre chez Gagnère. Et après, là, chez Gagnère, le monde me tombe dessus. Parce que moi, je sais faire à manger, tu vois, pour... Il faut que tu nous racontes. C'est où et qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives? Donc, il y a une espèce de court-circuit. T'as court-circuité un truc. T'y allais, tu t'es dit, je vais passer par un SAS. Et puis après, mes études vont démarrer. Finalement, le SAS a été tellement productif que, en fait, tu squeezes, t'as quasiment un diplôme sans avoir fait les études, mais on les en fait mieux que les autres. Et là, t'arrives chez un, comment dire? Je sais pas comment on peut qualifier Pierre Gagnère, mais il a un statut. Il est très à part dans la cuisine. Exactement. C'est un monument de la gastronomie. Donc t'arrives dans quel restaurant et tu te dis quoi? Et toi, tu le connaissais de réputation en plus, puisque tu parlais de ses livres et tout ça. Raconte-nous ce moment-là, quoi, parce que ça doit être quelque chose. J'arrive du coup rue Balzac. Il me dit, il prenait pas de stagiaires à l'époque, surtout Cordon Bleu, parce que il y a beaucoup d'étrangers qui viennent faire un peu des études, qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont pas forcément à la recherche de devenir cuisinier. Il y a plusieurs profils dans cette école. Il y a des gens qui ont vraiment envie de devenir cuisinier, mais il y a des gens qui ont envie juste d'apprendre un peu. Et puis c'est une école où on vient souvent de l'étranger et on repart souvent à l'étranger après avec ses connaissances, quoi. C'est une école qui est très implantée à l'étranger en l'occurrence, mais qui en France est moins exposée. Exactement. Et du coup, t'as des profils que des fois peuvent ne pas être à la hauteur des expectatives quand t'as un 3 étoiles et que on est 11 en cuisine pour faire 45 couverts. Il a eu le coup de fil donc de Patrick Terrien. Il lui dit, il m'a pas pris tout de suite. Il dit, il faut qu'il fasse un essai. Il faut qu'il fasse une semaine d'essai. Je débarque un lundi à 6h30 du matin au restaurant et il me dit, t'appelles Thierry Méchinou qui sera là pour t'accueillir. Donc Thierry qui m'accueille. Qui est un mec exceptionnel qui est toujours rue Balzac aujourd'hui et que j'aime énormément parce que c'est vraiment lui qui m'a un peu accompagné sur les premiers pas dans un vrai restaurant. Moi j'avais bossé dans des petits bistrots, des extras, tu vois, dans des petits restos rue Cambronne, dans des brasseries de merde, j'avais 3-4 tafs et là je débarque dans ce truc et c'est le monde me tombe dessus parce que ça va à une vitesse. Moi je comprenais pas que à midi, quand les clients débarquent, il faut que en 20 secondes, les amuse-bouches soient sortis quand la commande arrive. C'est un espèce de bal où tout est calibré au seconde près.
Et c'est un bal calibré, mais qui est toujours différent parce qu'il y a la carte, il y a le menu gibier, il y a le menu truffe, il y a le menu... Et c'est jamais pareil, quoi. Ouais. Et des fois, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Et j'étais pas prêt à ce qui allait m'arriver. Et là, l'expérience, elle est absolument unique parce que je découvre des ingrédients que j'ai jamais vus de ma vie. Gagnère, il a... je sais pas, il a 60 ans ou 70 ans et il est toujours à la pointe de la créativité, de la remise en question. C'est un homme qui a jamais été assis sur ses acquis, qui a toujours eu une cuisine qui est tellement poussée, qui est tellement à la recherche de quelque chose d'innovant. C'est quelqu'un qui a tout perdu à Saint-Étienne et qui a su se relever, qui a pris des coups, mais qui est un battant. C'est un homme qui est absolument incroyable et qui est pas juste un chef. Ça faisait 4 mois que j'étais chez lui. J'ai mon moyen de transport, c'est un vélo que j'avais acheté 60 balles, tu sais. Cette anecdote, elle est incroyable. Je l'ai racontée dans un podcast il y a quelques mois. Enfin, tout le monde était ébahi, tu vois, de la gentillesse du mec. Il sait même pas qui je suis, tu vois. Et j'ai juste un vélo pour moyen de transport parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Je bosse chez lui et j'ai un salaire de stagiaire. Et je sors en mois de décembre et le vélo, il est pété. Ils l'ont cassé à coups de pied, des gars, juste de vandalisme, tu vois. Je rentre chez moi, le vélo dans le dos. Le lendemain, j'arrive un peu en retard. Thierry Méchineau me met un tir justifié. J'étais juste à la bourre. Je rentre de soir chez moi, fatigué. Ma mère m'appelle, comme d'habitude. Et là, j'explose un peu en larmes. Je suis fatigué, les nerfs lâchent. Ouais. Je lui raconte l'histoire. Je vais me coucher. Le lendemain, j'arrive en cuisine et Gagnère à 11h45, il rentre, il me dit les gars, c'est qui le Colombien? Je dis merde, enfin je suis viré, j'étais en retard, je suis viré. Je lève la main, il me dit à 15h je vais te voir au bureau. Je finis le service, j'arrive au bureau à 15h, il me demande c'est qui Jeannette? Et je dis mais merde, comme il connaît le prénom de ma mère. Et il me dit, j'ai reçu un mail cette nuit de Jeannette qui me dit que ton vélo est cassé. C'est quoi cette histoire? Je dis, je lui explique l'histoire. Et là, il sort son chéquier. Et il me dit, tiens, va t'acheter un vélo. Il me fait un chèque de 300 €. Et il me dit, va t'acheter un vélo avenue Wagram et retourne bosser, quoi. J'étais un stagiaire qui était chez lui depuis 4 mois, qui ne vaut pas grand-chose dans un calcul matériel d'un être humain, tu vois, qui a un chef de cette renommée. T'es pas dans le radar, quoi. Enfin, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ouais. Il s'en fout. Ouais. Et ce geste a une telle humanité que cet homme, déjà, il me marquait par sa cuisine, il me marquait par son aura, et là, par son humanité, sa gentillesse, dingue. Sa bonté, quoi. Un des trucs que je préfère dans cette anecdote, parce que je l'avais entendu quand tu l'avais raconté, c'est la manière dont imite Pierre Gagnère. Je trouve que je le tiens pas mal. Mais en plus, quand je le fais, tu sais, il arrive comme ça. Les gars, veste ouverte avec son tour de cou, tu vois. Et c'est du génie, tu vois. Ça décrit le génie que Pierre Gagnère est. Le cœur de cet homme, quoi. Ouais, donc ça veut dire que quand même, t'as fait tes preuves, que de cette période d'essai, elle a été franchie, que... Là, tu parles de quelques mois qui vont se passer. Ça va durer combien de temps Je suis stagiaire chez lui. Tu sais, je réussis avec le Cordon Bleu à renouveler mes papiers de stage. C'était des stages de 4 mois. Je le fais 2 fois. Je passe 10 mois chez Gagnère. Au bout de 10 t'arrives mois, à étendre quand même le truc. Je répète et je redouble. Mais j'ai pas de papier pour travailler. Ah oui. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et il y avait un resto où j'avais fait des extras à l'époque qui s'appelle le Je t'aimeux, rue d'Alray, où le mec, on s'entendait assez bien et je lui demande de me faire les papiers et en échange, je bosse chez lui et je tiens un poste pendant 1 an. Et il accepte. Donc du coup, je sais même pas si tout ça est légal et j'ai le droit à le raconter. Il y a prescription. C'était il y a... Ouais, c'était il y a 14 ans, 15 ans. Donc ça va. Du coup, il me paye pas pendant quelques mois. Parce que ça coûte, je sais pas, à l'époque, ça avait coûté 1200 ou 2500. C'est un salaire. Il me paye les papiers, je bosse chez lui 1 an. À un moment, j'avais des problèmes avec sa femme qui était un peu raciste, un peu limite, quoi. Et elle était un peu limite.
J'ai réussi à tenir ses commentaires limite pendant 1 an. Et au bout d'1 an, quand j'ai complété mon contrat. Merci les gars. Ouais, un jour, elle m'a dit, elle m'a dit, j'arrive à 7h du mat, bosser. Je bossais comme un malade en plus là-bas. Et j'étais juste fatigué, tu vois. Ouais. Elle me dit, t'as les yeux comme ça parce que comme tu viens de ton pays, tu dois tourner à je sais pas quoi. Ah oui. Oui, le grand mythe des Colombiens qui... Ouais, normal, hein. Et du coup, je sors mon téléphone, j'ai un numéro de Weimar Gomez, qui est un Colombien, qui bossait au Georges V. Je l'appelle en détresse et je lui dis, tu sais quoi, j'en peux plus, je suis fatigué, j'avais ce deal avec eux. Je cherche un boulot, est-ce que t'aurais pas? J'ai les papiers, j'ai tout en règle. Il me dit, écoute, viens, on va se démerder. Georges V. J'ai un rendez-vous avec Eric Briffard, Alain Davy et lui. Et je suis pris au Georges V. La condition pour bosser, pour rentrer, c'était qu'il fallait que je fasse 6 mois de nuit. Là, je bosse de 23h à 7h du matin. Tu fais toutes les mises en place pour le petit-déj. Et tu veilles de nuit. Donc, au Georges V, Four Seasons, si quelqu'un veut manger... Un room service. Saule meunière à 3h du matin avec des pâtes à arrabbiata et une tourte, un putivier de chez Briffard. Faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et ce métier est absolument... C'est marrant ça, parce que t'es un petit peu garant, tu vois, t'es veilleur de nuit, c'est-à-dire qu'à un moment il faut que tu ranimes une intention, un restaurant, là où tout le monde t'a laissé en fait gérer quoi en fait à ce moment-là. Et je faisais ça avec une passion monstrueuse. Tu vois, vraiment j'étais un fou de ça, j'adorais ça. Ouais. Et je kiffais ça parce qu'en plus, tout le monde était parti. T'avais un calme, la cuisine que pour toi. Ouais, c'est ça. Je me mettais un peu de musique et j'adorais parce que tu sais, les seules personnes qui restaient jusqu'à 2-3 heures du matin, c'était les sommeliers. Et les sommeliers, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés. Il y avait ce truc un peu en commun, c'est que c'est des gens qui sont là avec un plaisir énorme. Et souvent, il y avait un fond de la tâche 88 qui traînait, un fond de Dom Pérignon en P2 qui restait, un fond d'un cognac de 1850. Et il posait ça au pass. Et il me regardait, il me faisait un petit clin d'œil en mode je l'ai oublié juste pour que tu goûtes. Parce qu'il me voyait, tu sais, passionné de tout ce que je faisais. Pareil, ça, je suis pas sûr que ça soit légal et que j'ai le droit à le dire. C'est le dernier podcast de la carrière de Juan Arbeláez. Merci, c'était bien. J'ai goûté, tu vois, c'est la première fois que je goûte des vins exceptionnels. Ouais. Et c'est ça qui ouvre en moi ma passion pour le vin, ma passion pour les vignerons, ma passion pour les sommeliers. Donc du coup, avec gentillesse, tu sais, quand je faisais le repas pour eux, pour le staff, je préparais un petit truc qui était plus sympa. Si je voyais un verre de vin rouge, du coup, j'essayais de faire un truc qui allait en accord. De composer un peu les choses. Exact. Et j'ai passé, pas 6 mois finalement, je passe presque 1 an à bosser de nuit. Ah ouais. C'est ton univers, là, c'est marrant. Ouais. C'est finalement, j'adore ça. Je fais les jours de l'an, tu sais, je les passe tout seul. Et c'est ce que j'allais te dire, il y a rien dans ta vie à ce moment-là. Quand on bosse de nuit comme ça, déjà avec cette implication parce que c'est la cuisine, mais en plus de nuit, t'as pas de vie là. Un enfer. Ouais. Parce qu'en plus, j'étais pâle comme une mozzarella, je voyais pas le soleil. Tu rentres chez toi à 8h, tu vas te coucher, t'es éclaté. Tu te réveilles, il est 15-16 heures. Je faisais un peu de sport chez moi et après, je partais au taf, quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas vraiment de vie. Tu dis quoi à tes parents parce que comme j'imagine que le lien est toujours aussi présent, qu'est-ce que tu leur racontes de ça? Ils s'inquiètent pas parce que moi mon fils serait là-dedans, je me dis putain mais le pauvre. Mais je suis tellement heureux, je te jure, je suis tellement content et je mesure la chance que j'ai de travailler dans un hôtel comme celui-là. De travailler avec des gens qui sont hyper inspirants et surtout d'apprendre. Je voyais une évolution dans ma cuisine, je m'améliorais, je comprenais comment on faisait des banquets de 250 personnes. J'ai fait à manger pour Shakira. Il y a un truc très drôle. Je suis au service et on me dit les gars, c'est soigné. Weimar Gomez, il avait vraiment confiance en moi parce que il voyait à quel point j'étais. La cuisine part, il y a une table qui passe à 23h30, tout le monde quitte la cuisine. Il dit les plats doivent partir. Juan, je te fais confiance, on te laisse. Fais gaffe, c'est Will Smith. Et je dis c'est Will Smith. Je sais pas qui c'est moi, tu vois. Moi, en plus, tu vas comprendre, mais en Colombie, on apprend à parler l'anglais avec l'accent des États-Unis. On écoute tout. On a un vrai bon accent. Et on me dit fais gaffe, c'est vraiment la famille de Will Smith. Il faut que tu fasses attention. Ils sont 12, pas de problème. Moi, je fais à bouffer. J'ai aucune idée qui c'est quoi. J'envoie les 12 plats. Je fais attention. Et là,
un des sommeliers avec qui je m'entends bien me dit est-ce que tu veux le voir? Et je dis par curiosité, mais j'ai aucune idée qui c'est. Et il ouvre la porte, il me montre et je dis les gars, il y a Will Smith en salle. Et là il me regarde, il me dit mais t'es con ou quoi? C'est pour lui que tu fais à bouffer depuis tout à l'heure. Et j'avais pas compris pourquoi le mauvais accent anglais des Français, c'est Will Smith. Mais c'est qui Will Smith, les gars? Pour moi, c'est Will Smith. Et nous, on a toujours eu cette. On grandit avec l'accent, on regarde les films en anglais, on grandit avec cet accent, et du coup, t'es j'avais beaucoup fait à plus bouffer pour lui sans jamais savoir qui c'était. Et en vrai, oui, c'est très Enfin, non, en vrai, j'étais très heureux. J'ai fait à manger pour des gens qui étaient géniaux, qui étaient inspirants. J'ai jamais été triste, donc mes parents, en vrai, ça n'a jamais été un problème. J'ai eu un problème, c'est que je portais les casseroles de fond blanc de 80 kilos tout seul parce que j'essayais vraiment de être le plus fort et machin et tout ça. Et je me suis pété le dos, hernie discale, L4, L5. Et jour de l'an, je suis bloqué du dos, je suis par terre et je pars le lendemain du coup en urgence et je me fais opérer du coup du dos. Arrêt, ils me mettent 2 mois d'arrêt. Je prends que 2 semaines. Je demande au médecin de mentir parce que je pouvais pas vivre sans la cuisine. Et je reviens en cuisine 2 semaines après, mais je demande du coup au gars je reviens, j'ai vraiment besoin de revenir juste à condition ménagez-moi un peu. Ouais, de bosser la journée. Ah ouais. Et donc là, c'est là où ça va switcher. Donc génial, là j'arrive dans une brigade, 90 personnes, cuisine exceptionnelle. Tu bipes, tes horaires sont comptés, t'es payé à la minute près. C'était en quelle année ça? Là, on est en 2010. C'est la pointeuse qui me fait penser à ça parce que c'est quand même pas courant en 2010 d'avoir. Four Seasons. Ouais, voilà. 5. Exactement. Les palaces, pour le coup, c'était les seuls endroits où t'as ça. Et mais tu sais, en vrai, moi, j'ai jamais eu de problème à passer des heures en plus. Non, mais ça dit quelque chose de l'endroit dans lequel t'es. C'est pas les mêmes endroits quand t'as un mec qui te dit tiens, c'est cool, faut que tu tabasses et que tu sois là à 7h du mat et que tu tapes dedans. Un truc où tu rentres, c'est une grande brigade et tu t'es organisé, c'est pointé, on va y à ton temps de travail. J'étais presque triste parce qu'à 15h, on me disait les gars, faut dégager. Maintenant, vous partez. Ouais, c'est ça. Et tu sais, moi, j'allais pointer et je revenais en cuisine. J'adore ça, mais j'ai toujours adoré ça. Et j'avais aucun problème. Je me souviens de ma passion de réussir à tourner un colis d'artichaut plus vite que les autres. Et je l'ai tourné à 15h après avoir pointé. Et je partais. J'étais tellement content de voir mes doigts noirs. Tu sais, oxydés des artichauts. J'étais tellement fan de mes blessures. J'ai toujours adoré ça. Et je sais que j'ai un pet un peu au casque là-dessus, mais moi, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours kiffé. Et bref, la violence, pas trop. La violence, pas trop. Et l'abus, pas trop. Et le fait d'exiger à quelqu'un qui n'en avait pas envie, pas trop. Mais de se donner. Mais me donner et laisser faire ceux qui avaient envie de donner, ça, j'ai toujours adoré. T'as un truc quand même quand tu te décris, quand tu racontes et quand on voit, et je pense que les auditeurs se disent la même chose de cette énergie-là. Et quand on te suit sur les réseaux et qu'on voit aussi à quoi tu t'occupes aussi parfois en dehors de la restauration, t'as quand même un truc de sportif. On sent qu'il y a une addiction à l'énergie de l'effort dépensé. Que plus t'en dépenses, plus t'as envie d'en dépenser. C'est un truc qu'on découvre avec le sport quand on le pratique régulièrement, ça par exemple. Ouais, en fait, tu peux pas être conscient de ça si tu ne l'as pas vécu. Il y a des fois où tu passes une journée de bureau, de l'enfer, où t'as ta tête dans les écrans, où que des rendez-vous hyper chiants, que des lettres, que des chiffres, Il est 19h30, 20h, 20h30, tu rentres chez toi, tu dis mais c'est impossible que je puisse faire du sport. Et là, juste dans ta tête, tu as un petit déclic et tu démarres les 3 premières minutes sont un peu dures et derrière, tu as un espèce d'élan, de regain d'énergie. Tu finis ton sport, il est 21h30, t'as jamais été aussi en forme. Tu vois, t'as une espèce de puissance qui revient en toi et il faut vraiment l'avoir vécu pour le comprendre. Mais on sent que t'as ce truc avec la cuisine aussi. Tu vois, quand tu parles de tes services, on a l'impression que la fin d'un service te donne envie que le suivant arrive tout de suite, quoi. Oui, en vrai, quand t'es dans le mouvement, quand t'es dans l'émulation, quand t'es dans cette énergie, t'es capable de pousser beaucoup plus loin. Et en vrai, je pense et ça, c'est un truc que le sport t'apprend aussi, c'est que tes limites, les limites que tu crois avoir, sont tellement plus loin de ce que tu crois. Tu vois, moi,
quand tu fais des ultra trails, j'ai fait des 40 avec 2005 de dénivelé, j'ai fait des courses de 60 km, j'ai fait une course de 120 en 3 jours, 3 étapes. Tu te rends compte que finalement, tu es capable d'aller tellement plus loin. Ouais. Moi, le moment où le cerveau commence à me dire, franchement, faut qu'on s'arrête, je suis à 15% de ce que je suis capable de donner. Avant de vraiment m'effondrer, on est vraiment très loin. C'est juste que le cerveau, tes muscles, la douleur, elle est un peu faite pour te faire arrêter. C'est un peu feignant en vrai. Mais c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé ça. Le cerveau, il est fait pour que ça fonctionne à minima et qu'il capte tes réserves, il protège. Tu vois, le truc c'est que si tu expliques à ton cerveau que tu es capable d'aller à chaque fois plus loin, et ben tu comprends que déjà les courbatures elles arrivent beaucoup plus tard, les douleurs arrivent beaucoup plus tard, plus tu as de masse musculaire, plus tu as de capacité cardiovasculaire, plus tu te rends compte que tu peux aller plus loin. Ça s'adapte, et tu peux aller plus loin non seulement dans le sport, mais dans ton métier aussi. Tu vois, mais oui, c'est pour ça que je fais cette analogie, parce qu'on la sent, cette analogie poindre chez toi. On a le sent que ça se décuple à mesure que tu racontes. Quand je faisais des gros services et que je faisais 5 jours où t'enchaînais les services, j'avais toujours un peu mal au dos, un peu mal aux genoux, un peu mal aux épaules, un peu mal... Quand je fais du sport et que j'enchaîne et que je me adapte, aujourd'hui, je peux enchaîner 5 services sans aucun problème, 7, je peux bosser. C'est un sujet. Ça fait 12 jours que j'enchaîne le boulot, non-stop, et avec des grosses journées quand même, et j'ai pas de problème. En vrai, j'arrive à l'enchaîner si j'ai mon équilibre. Tu vois, si j'ai mon équilibre de sport, si j'ai mon équilibre de sommeil, il me faut 6-7 heures de sommeil, sinon c'est un peu complexe. Donc en vrai, si j'ai mon équilibre, si j'ai mon sport, si j'ai mes 20-25 minutes, j'ai 2-3 applications qui m'aident à faire des hits dans 2 mètres carrés, ou mes 35 minutes de course à pied, ou si j'ai ça va, ça tient. Je pense que je peux bosser éternellement. Ouais, mais c'est important cette digression parce qu'à ce stade de ton récit, je trouve qu'elle raconte quelque chose de toi et qu'on sent déjà cette énergie exponentielle en fait qui s'installe au Georges V avec ce truc de nuit et où tu découvres que en fait, plus il y en a, plus il peut y en avoir finalement. Tu vas l'emmener où cette énergie après? Comment ça va se transformer l'expérience? Après le Georges V, tu sais, je cherche une deuxième expérience dans un hôtel comme celui-là, parce que je trouve que pour le CV, c'est vraiment génial. À l'époque, c'était CV. Alors que tu vois, aujourd'hui, tu peux faire une carrière sans forcément avoir un grand CV. Grâce beaucoup aux réseaux sociaux, grâce beaucoup à... les réseaux, ils te permettent d'exister. D'exister. À l'époque, c'était que j'ai fait CV. j'ai fait ça. Éric Fréchon, à l'époque, Bristol, monstrueux. Enfin, c'était un gros paquebot. Hein. Et du coup, je décide d'envoyer le CV là-bas. Entre-temps, je suis pris pour Top Chef. Donc, j'ai mon entretien au Bristol et je leur dis, écoutez, je suis pris pour Top Chef. Donc, il y a un mois où je vais... Enfin, ça peut être un jour, comme un mois et demi, 2 mois, où je peux être absent. Donc, je vous préviens, si ça vous dérange pas, voilà, mon début, ça serait à temps. Ça se passe super bien, l'interview, nickel. Je suis pris pour le gastro. Je pars à Top Chef. Je fais Top Chef qui se passe pas mal, mais pas bien. Tu vois, on est 14. Sur 14, je finis 10e. Donc, je fais 4 semaines, 4 primes. Je fais, c'est 3 semaines de tournage. Je reviens au bout de mes 3 semaines au Bristol. J'enchaîne le boulot. Et t'en gardes pas un souvenir de Top Chef? Top Chef, rapide, intense. C'est rapide, c'est intense. Je me croyais trop fort, trop puissant, trop créa, Et Top Chef me montre à quel point, me remet la tête sur les épaules, me ramène un peu sur terre et me dit, tu vois, t'es loin d'être le meilleur. T'es vraiment une petite daube. Il faut que t'apprennes. Tu peux être un très bon cuisinier, mais à Top Chef, il faut être un guerrier. Il faut s'adapter à tout. Il faut être capable de faire tout type de cuisine dans des endroits et dans des conditions très particulières. Moi, j'étais un mec de palace, tu vois. Je suis un gars qui fait la cuisine de palace, où tout est nickel, quand le marbre est bon, quand le machin, quand la température, quand la poêle est parfaite, le sautoir est bien étamé, tu vois, tout est nickel, quoi. Je pense que le Top Chef, pour gagner Top Chef, il faut être très bon dans tous les terrains. Et donc, je pars de Top Chef et je rentre, et Bristol, mais en vrai, je garde un énorme souvenir, hein. C'est un accélérateur de carrière incroyable. C'est un tremplin monstre. Et c'est ça qui m'a ouvert derrière les portes pour être là où je suis. Hein. Clairement. T'as quand même un coup de projecteur. C'est un truc. Tu rencontres les journalistes, tu rencontres ton banquier, te
te reconnaît, ça ouvre beaucoup de portes. J'arrive au Bristol et là, je suis très content, mais en même temps, tout est trop propre. Tu vois, c'est vraiment parfait. C'est une cuisine qui est parfaite. Hein. Mais tout est mesuré au truc près. Là, t'es dans une table étoilée, tenue par un mof. Bah oui. Non, mais ça rajoute. Mais c'est méga carré. Ouais. Mais c'est méga carré. Ouais. Et je me souviens, tu vois, un jour, on faisait les pinces de tourteau et un jour, pareil, tu vois, j'adorais dépioter le tourteau. C'était un truc, c'est hyper chiant. Ouais. Mais j'adore ça. T'es un peu dans ton truc, c'est un peu méditatif, là, ouais, je vois bien, ouais. Putain, mais c'est thérapeutique. Ouais, le tourteau, les mousserons, les petits pois, ouais. ces trucs, moi, ça me fait kiffer. Ouais, je comprends. Alors que tout le monde déteste. Ah, moi, c'est bon, ça. j'y vais, je le fais. C'est pour moi. J'allais pointer à 15h, je prenais mes tourteaux, je les faisais et je me souviens, je me faisais rentrer dedans et je me faisais engueuler tout le temps parce que c'était pas à moi de le faire. Donc tout ça, je sais pas, je me suis... Ah, j'étais pas ton j'étais pas sur la fréquence. Ouais. J'étais pas bien, je sortais le soir, tu sais, à 15h, je disais à tout le monde, on va boire une bière. Personne, tu sais, tout le monde avait sa petite vie, il y avait pas vraiment une cohésion d'équipe. Ouais, on vient taffer, merci, au revoir. Ouais. Et j'étais un peu triste de ça, je me sentais pas forcément à ma place. L'expérience se passe très bien, je fais 1 an là-bas et je garde un souvenir incroyable. Tu vois, c'est peut-être une des cuisines les plus maîtrisées que j'ai jamais vues. Mais moi, j'étais pas à l'aise là-dedans. Tu vois, moi, je suis plus du côté MacGyver aujourd'hui, un truc où il faut que ça vive, il faut que ça soit cicatrisé, il faut qu'il y ait de la vie. Ouais. Et quand je dis la vie, il faut qu'il y ait un peu de... Ouais, je sais pas, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du... voilà. Moi, c'était pas trop mon univers. Trop feutré, le Bristol. Donc, je pars du Bristol. À l'époque, je sortais de Top Chef. Jean Humbert avait gagné Top Chef. Donc, entre-temps, parce que c'est ça que les gens parfois ont du mal à... Quand tu dis que t'as fait Top Chef, les gens t'ont pas encore découvert. Donc, toi, ça a été tourné, c'est enregistré. Toi, tu rentres au Bristol, personne te connaît. Non. Quand tu sors du Bristol, tout le monde t'a vu. Quand je sors de Bristol, tout le monde me connaît. C'est ça. Et je sors du Bristol et il y avait Jean Humbert qui avait un restaurant dans le 16e, L'Acajou. L'Acajou, ouais. Et qui me demande, il me dit, écoute, j'ai envie de faire le tour du monde, je cherche quelqu'un qui pilote mon resto, est-ce que ça te plairait? Donc du coup, moi je trouve le truc super excitant parce que c'est ma première place en tant que chef. Je vais gérer un restaurant comme si c'était le mien. Il me donne les clés, il me laisse piloter. Et je vis une expérience qui est vraiment cool, qui est vraiment intéressante parce que j'apprends à piloter un resto comme si c'était le mien, à faire des achats, à négocier, à regarder les factures, s'il y a 100 grammes de pousses de moutarde qui manquent, et ben j'appelle, tu vois, je dis, voilà, c'est donc super enrichissant comme expérience. J'ai un mec qui vient manger au bar à l'époque, un Colombien, et qui me dit, écoute, j'ai un resto qui est en train de couler, j'ai mis ma vie dedans, j'ai arrêté mon métier, je suis en train de tout perdre, je sais pas quoi faire. Et je lui dis, écoute, si tu veux, demain je viens, je vais checker, je vois si je veux t'aider, quoi. J'arrive au resto, il est loin du métro. Il est à Boulogne? Ouais, à Boulogne, loin du métro, face à une caserne de pompiers, dans une rue non passante. Nickel. Le resto, il est... Tous les signaux sont ouverts. Tu vois le truc, mais si tu fais un concours de où faire le pire resto du monde, je pense que je pourrais... Bien. On me laisse pas rentrer dedans tellement je suis je gagne direct d'emblée, quoi. Et j'ai la folie de lui dire, écoute, si tu veux, moi j'ai 2000 € économisés, c'est tout ce que j'ai. Par contre, il faut tout péter parce que c'est trop propre. Je vais ramener 2 potes taggers, on va défoncer le resto et je viens, tu me files 50% de départ. Si on perd tous les deux. Si on gagne tous les deux. Et c'est un énorme bluff parce que j'avais rien pour rembourser si on perdait, quoi. Et là, il me regarde, il me fait confiance, il me serre la main, il me dit, écoute, Banco, vas-y, on y va. Enrique Solano. On est toujours associé à Plancha, 58 rue Gallieni. Et on ouvre, tu sais, on grave le resto. Moi, on ferme samedi, dimanche, on fait la peinture. Je dors dans un sleeping bag, tu sais, dans un sac de couchage. La porte ouverte avec mes pieds qui bloquent la porte pour que ça respire parce que ça sentait la peinture. Je dors dans le truc. Lundi matin, on ouvre. Et là, 0 couvert. Mardi, 0 couvert. Mercredi, 0 couvert. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois.
On fait 2 couverts par jour, 4 couverts. On fait 2 mois, 0 couvert. Mais vraiment, un enfer. Mois de septembre. Et attends, mais là, tu te dis quoi dans ces moments-là c'est hyper dur. Je te jure, psychologiquement. Les journées, non, mais c'est horrible. Un enfer. On fait 2 mois dans le vide à faire, les grosses journées, on faisait 8-10 couverts, quoi. C'était dur. Mais on allumait la lumière, on buvait des bières sur la terrasse et on attendait que les clients viennent, quoi. J'essaye de faire bouger les contacts à Top Chef, mais bon, c'est Boulogne. Qui va venir bouffer à Boulogne? Et puis c'est pas pour y être allé, moi. C'est pas une évidence à Boulogne. Galère, quoi. Ouais. J'ai la chance à ce moment-là il y a un mec qui croise la porte, tu vois, un mois de septembre, un soir, 2 couverts. On a fait 6 couverts ce soir-là, ils étaient 2. Et je me souviens encore ce que je lui fais à manger. Il mange en entrée une terrine de joue de cochon ibérique et poulpe. Je faisais un espèce de pressé des deux avec une mayo chipotle fumée, piqueuse de moutarde. Et en plat, il mange une pluma teriyaki, crevettes croustillantes, riz soufflé. Et ils sont 2, ils prennent le petit menu. Et en partant, il me serre la main, il me dit « Écoutez, c'était vraiment bien. Je vais écrire un article sur vous. C'était top. » Je dis « Ah bah c'est trop sympa. » Il dit « Ça s'appelle le blog de Boulogne. » Je fais encore un blog. Thomas. Voilà. Non, mais à l'époque, je sais pas qui c'est. Thomas Clément. Un blog de Boulogne. Je dis, les blogs. Tout le monde fait des blogs. C'est le moment où tout le monde fait des blogs. Ouais. Et le téléphone commence à sonner. Faut savoir que le blog de Boulogne, c'est l'institution de pour Boulogne. Les Boulonnais, ouais. Mais moi, je savais pas ce que c'était. Ouais. Le téléphone commence à sonner. Et là, le truc ne s'arrête pas. Ouais. Et je suis plein 3 mois en avance. J'embauche ma première personne qui était un plongeur parce que du coup je faisais les courses, tu faisais tout, je faisais la planche, je faisais la cuisine, mon associé Enrico Solano faisait la salle et on embauche un plongeur Ali, c'est énorme, j'ai moment magique, j'embauche mon premier cuisinier Manu, on faisait 140 couverts, on avait 38 places assises, on faisait 140 couverts par service. C'était une guerre. Tu sais, je faisais... non, mais c'était la guerre. Tu sais que le banquier m'appelle. Un jour, il m'appelle, il me dit... C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? On est passé de faire 10 000 euros par mois, entre 8 et 10 000 euros par mois, à faire 120, 130 000 euros par mois. C'est-à-dire que c'était un resto de 38 places assises. Le loyer était de, je sais pas, à l'époque de 1500 balles. Et on faisait 1 200 000 euros. C'était n'importe quoi. En chiffre d'affaires. Pour les restaurateurs, pour les chefs, ça va parler, quoi. C'était un délire. Et c'était moi qui négociais tout. Je faisais, à l'époque, je sais pas, entre 18 et 20% de résultats. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Le banquier m'appelle et il me dit « Vous voulez pas en ouvrir un deuxième ?» Bah oui, forcément. Quand le banquier t'appelle, c'est quand même unique. Et là, du coup, on ouvre un deuxième qui s'appelle Le Vin, que je garde pendant 4-5 ans. Super aventure que j'ouvre avec des copains qui sont dans la restauration. Adrien Léonard, qui est à la Maison Montalet, qui est fournisseur de charcuterie, jambon, mec superbe, avec la team de Borderline et la Boissonnerie de Paris. Quentin, Sébastien et Louis. Enfin, on est une bonne petite team. Le resto tourne génial. Deuxième adresse. Et toi, mine de rien, là, tu commences. C'est une expérience de patron qui commence à s'installer là pour le coup. Ouais, je gère les 2 restos. Ça se passe plutôt bien. C'est du management, mais t'es à niveau. Enfin, je suis à 300 mètres. Je prends le vélo. Tu pilotes tout. T'as un client d'un côté, de l'autre, tu tournes quoi. À ce moment-là, j'ai un énorme dégât des eaux à Plancha. Donc, fermeture de resto. La cuisine a 2 doigts de s'effondrer. On ferme pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je prends un resto dans le Marais où je fais un bar à ceviche. Et c'est vraiment trop cool. Ça se passe hyper bien. Je mets un écran géant. Je suis client des produits Kalios depuis l'ouverture de Plancha. Kalios, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Kalios, du coup, produit grec. Produit grec, épicerie, marque d'épicerie
qui pioche le meilleur de la Grèce. Très beau produit. Ouais, huile d'olive superbe. Il faisait une longue fumée incroyable, l'origan, la crème d'olive de Kalamata. Tu vois, j'adorais, j'utilisais ça tout le temps. Donc, c'était mes fournisseurs. Les mecs sont trop sympas. Il s'avère que la Grèce est dans le même groupe que la Colombie dans la Coupe du Monde. Et là, on se dit, bon, on va se mater le match ensemble. Ramenez vos copains grecs. Moi, je ramène mes copains colombiens. Et on se fait une bonne soirée. Voilà, on se marre bien. Juste avant le match, les deux Grecs sont là, PJ et Greg. Et on se dit, bon, on va parier quand même, histoire de pimenter un peu la soirée. Qu'est-ce qu'on parie ? Eh bien, si la Colombie gagne, vous m'amenez en Grèce. Si la Grèce gagne, je vous amène en Colombie. Bien évidemment. Pas mal. Je me suis retrouvé en Grèce. C'est pas mal. Ouais, ils savent faire de l'huile d'olive, mais ils savent pas jouer au football. Et du coup, on leur met 3-0, juste pour, comme ça, pour le beau petit souvenir. Ah ouais. Je sais que ça va leur faire plaisir. C'est placé. Et du coup, on part là-bas, je rencontre leur famille. On va à Nehoritomi, qui est le village où ils sont originaires. On fait les récoltes d'huile d'olive. Je rencontre Vassili, je rencontre Christine, je rencontre la Yaya, qui est la grand-mère. Je cuisine avec la grand-mère. Franchement, j'ai l'impression d'être chez moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir le même schéma familial, la même gentillesse, les mêmes valeurs un peu d'union, d'accueil, où la porte, elle est toujours ouverte pour que quelqu'un vienne manger, où il y a toujours une assiette dressée de plus, tu vois. Cette notion d'accueil à la grecque me touche énormément. Et on rentre du coup à Paris, et à ce moment-là, on se dit, c'est fou parce qu'il y a pas beaucoup d'acteurs grecs à Paris. C'est quand même une destination numéro 1 de tourisme français. Il y a Mavromatis qui fait ça, mais c'est très gastro. Il y a pas vraiment ces restaurants, ces tavernas grecs un peu festives, un peu sympas. Et là, on fait un concours, tu sais, Unibail Rodamco fait un concours pour installer des restaurants dans leurs centres commerciaux. Et trop de chat, on gagne pas. On est 2e. On est numéro 2. Mais vous vous dites, on y va ensemble. On se dit, viens, on crée un projet ensemble. Ah ouais. Donc, on monte le projet ensemble. Ah ouais. On se lie, on est déjà amis, hein, on est déjà assez copains. Ça marche pas, hein, numéro 2. On est numéro 2. Donc, mais on se dit, on a quand même quelque chose, il faut qu'on pousse. Et dans le jury des gens d'Unibail Rodamco, il y a Olivier Saguez, qui est un architecte, designer hyper connu, qui a des bureaux à Saint-Ouen. Et qui dit, les gars, franchement, moi, j'adore votre projet, j'adore la Grèce, venez voir cet endroit. Si ça vous chauffe, on fait un restaurant là-bas et voilà, quoi. On arrive à Saint-Ouen. Mais il y a rien. C'est-à-dire que le truc, il est rasé, c'est en travaux de partout. La rue, elle est même pas référencée par Google. Mais le spot est incroyable. On a 400 mètres avec 8 mètres d'auteur sous plafond, un truc incroyable. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Kamikaze, comme on est. On se lance dedans. On se lance et tu sais, il y a un truc assez drôle. C'est que ce côté kamikaze, tu sais qu'on a un peu depuis le début. Que tu as depuis le début, hein. Ça me rappelle ce truc de plancha de. Ouais, allez, viens, on va dans le trou de Boulogne. Il y a pas de. Ouais, j'y vais. Avec Saguez, on a fait derrière. Il m'a invité pour faire un talk sur l'audace. Et il me pose la question, comment vous avez fait tous ces choix audacieux? Et je dis, c'était pas du tout audacieux, c'est que des folies en vrai. Ouais. C'est que des choix kamikazes un peu tarés, que finalement, par travail, acharnement et constance, ça devient quelque chose d'audacieux. Mais à la base, c'est une folie. Ouais. Et du coup, Saint-Ouen, rue non référencée, on décide d'y aller. Et pareil, ça démarre, mais c'est très timide. C'est un peu, les week-ends, on tourne un peu. Mais les jeudis, mercredis sont très calmes. Mais c'est quoi la proposition pour habiter un tel lieu? Donc cuisine grecque? Cuisine grecque, ouais. Okay. Méditerranéen, grec, on ouvre... Mais gros volume, du coup, vous êtes... Immense. Il y a 120 couverts, 130 places assises. On ouvre un yaya, donc, qui veut dire mamie. Ah ouais. En honneur à la grand-mère qui m'avait appris la cuisine grecque et qu'on était en train de mettre un peu à l'honneur. Enfin, pas un peu, on était en train de mettre à l'honneur complètement là-bas. Et du coup, ce projet démarre. Et là, on est accoudés au bar, tu sais, tous les trois, un jeudi, en train de se dire comment on fait, parce qu'il faut qu'on remplisse cet endroit. Ouais. Et on se dit, on va faire des petites soirées où toi, t'invites 30 personnes, moi, j'invite 30 personnes, toi aussi, ça fait 90 personnes. On fait un couchon de lait, on appelle ça les yaya parties, et yala, quoi.
fait la première, et là, 200 personnes. On se fait démolir. Moi, à la fin, tu sais, je faisais des omelettes, je mettais de l'origan et je disais que c'était grec. Enfin, il n'y avait plus rien dans les frigos, j'inventais tout et n'importe quoi. Et on fait 200 personnes, on se dit, bon, on tient quelque chose, viens, on invite du coup 200 personnes. Moi, je fais 3 cochons de lait et on fait un truc un peu clean. On fait 400 personnes. On se fait démolir. Pareil, je finis par faire des omelettes à l'origan. On fait un groupe Facebook, on ramène une sécurité, on se dit 400 personnes, t'imagines le truc? On a fini par faire des soirées à 1200 personnes. À Saint-Ouen, où t'avais même pas l'adresse. Mais les gens, ils venaient, c'est un bordel immense. Immense. On boit, machin truc, ça danse, ça mange, c'est dans tous les sens. Énorme soirée, mais je me suis retrouvé à lever la tête, à voir Théo Curin, Alain Bernard, la rédac chef de Lagardère, dans une soirée où t'as 1000 personnes en train de sauter sur les tables et s'arroser de champagne et de ouzo. Il y avait des trucs gonflables qui étaient portés comme dans des concerts où il y avait des gens qui étaient portés par des marées humaines. On ramenait 8 toilettes extérieures. La sécu, ils étaient 6. C'était n'importe quoi. On a fait des énormes folies. Et du coup, ça a fait une énorme communication sur Yaya. Et ça nous a permis de lancer le resto et d'éclater. Et au bout de 6 mois, on nous propose un endroit incroyable dans le 19e arrondissement, qui est... comment ça s'appelle? Quand le resto il coule, il est au tribunal. Ouais, au tribunal. Ouais. Et en gros, tu dois mettre un chèque pour aller... c'est des espèces d'enchères. Tu mets un chèque. Nous, on se regarde, t'as combien économisé? Enfin, on a chacun, je sais pas, 30 000, 40 000 balles. On met ça dans un chèque, on l'envoie en disant « jamais on l'aura ». C'est un resto, juste la cuisine. Elle avait une valeur d'1 million d'euros, quoi. Enfin, c'était un piano charvet monstrueux, central, cuisine resto sur 2 étages, incroyable. On met le chèque et on le gagne. Et là, on se dit, merde, les gars. On vient d'ouvrir. Comment on va faire pour gérer? On se serre les coudes. Et là, on ouvre du coup le deuxième Yaya Secrétan. Et on se rend compte que du coup, Yaya Saint-Ouen, Yaya Secrétan, Plancha, Levain. À ce moment-là, j'ouvre aussi Amer, qui est un resto 49 rue de l'Échiquier, avec un copain cuisinier. On a plusieurs restos, on a besoin d'attachés de presse, de gens qui gèrent la comptabilité, de structure. Faut structurer. Ouais. C'est là où on se dit on va créer un groupe et on crée le groupe Eleni, où on est du coup PJ, Greg et moi. On met tout à l'intérieur, tous les restos, et on commence à construire du coup ce groupe qui est derrière. On ouvre Yaya La Défense. On ouvre Yaya Anthony. Aujourd'hui, il y a Lille, Rennes. On a Yaya World Company. Yaya World Company. On a également du coup tous les restos, les Arbella qui sont des caves à vin, bar à vin, bar à tapas. Moi, je suis tombé fou du Pays Basque, amoureux du Pays Basque. J'ai appris plus tard que mon nom est d'origine basque. Ah ouais. Je savais pas, mais donc on envoie des croquetas. Et on envoie des croquetas, et on envoie du bon chorizo, du bon jamoncito. Et après, sur le vin, on envoie un petit peu de tout. J'aime bien les vins de toute la région française est absolument incroyable. Tu sais, mes premiers contacts avec la sommellerie m'ont touché pour toujours. Donc cette passion, je l'ai toujours gardée. Et aujourd'hui, comme je te disais, on a 10 restos en propre, on a 10 fonds de commerce. On a créé une branche de consulting dans lequel on vient vous chercher pour implémenter dans des lieux l'énergie. En gros, on crée des marques. Soit on crée une marque de zéro et on va venir trouver le nom, trouver la charte graphique, trouver le menu, trouver les équipes, et derrière on pilote. Soit on peut vendre nos marques. On va vendre Yaya, on va vendre Basurto, on va vendre Arbella et on vend des licences et on peut les piloter aussi. Et soit c'est ces 2 projets qu'on est en train de développer maintenant. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, du coup, parce qu'on a l'impression qu'on décrit quelque chose qui grossit de manière très organique, très naturelle, très spontanée, on remplit, ça marche, il y a des gens, donc on continue, ça tombe bien parce que ça rencontre ton appétit et certainement celui de tes camarades, donc cette énergie à continuer d'entreprendre. Là, à ce stade-là, justement, d'ascension qui ne cesse d'avancer, ton rapport à la cuisine, il est comment? Parce que t'es passé par les palaces, et là, tu retrouves une énergie du grand partage, de la grande soirée, de la grande générosité.
Mais Non. bon, tu deviens un peu gestionnaire aussi. Ouais, là, on se rend compte qu'il y a un créneau qui est assez cool à prendre, c'est les restaurants où Un tu peu manges festif. bien, un Ouais. peu festif. Ouais. On se dit, OK, là, c'est notre créneau, on sait faire, c'est dans notre ADN. Moi, j'adore le fait de pouvoir travailler avec les mêmes fournisseurs qui vont fournir les palaces, mais les manger dans un endroit où les gens peuvent monter sur la table. Je trouvais ça hyper cool comme idée. Pourquoi t'as toujours envie que les gens montent sur la table? Parce que quand quelqu'un monte sur la table, ça veut dire qu'il a lâché toutes les chaînes et toutes les attachements à tout ce qui est poli dans un resto. Tu vois, Ça t'ennuie? Parce que toi, pas- t'aimes bien aller dans les restaurants où c'est poli, où c'est nappé, où oui, c'est... mais c'est pas que ça m'ennuie, c'est juste que je trouve que quand les gens font tomber tous ces masques et toutes les peut-être ces espèces de règles qu'on nous impose dans un resto, Hmm. monter sur la table, c'est le geste ultime, Ah ouais. tu vois, de se dire, OK, on est monté sur la table. Plus Tu vois, rien. c'est- Il n'y a plus rien comme règle et comme cadre Ouais. quand tu montes sur la table. Mais en général, pardon de tirer un peu ce fil avant que tu Non, nous tu peux, racontes tu peux. le truc, mais quand on monte sur la table, c'est que on a dépassé la badoie en général. Tu vois, parce que, ou alors on a un tempérament très exubérant, mais en général, on a quand même beaucoup bu, il y a un truc festif, tout ça. Toi, par exemple, qui a plutôt une hygiène de vie qui me semble assez hyper carrée, justement, pour pouvoir tenir le rythme avec ton espèce, pardon, je sais pas si on peut parler d'addiction, mais au sport, t'as l'air quand même, voilà. C'est presque dissonant, tu vois. Toi, quand tu montes sur la table, tu bois pas d'alcool, en fait. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu montes jamais sur la table. Si. Moi, je bois de l'alcool et je bois du vin et j'adore ça. J'aime pas trop les alcools forts. Je suis pas Ok. un fan des grosses tournées de shots. Ça, Ouais. c'est pas pour moi, mais j'adore Oui, mais ce que le je veux vin. dire, c'est que tu produis et tu portes une énergie qui est celle de la fête, quand même. Mais parce que j'adore ça. Et je pense Tout en étant le mec qui va faire de l'Irox, des trucs, j'adore ça. Mais justement, il est là. Tu sais, un jour, il y a un kiné, Greg Payardi. J'avais mal au dos, je faisais pas peut-être assez de sport et j'étais pas assez musclé. Et il me dit, et je lui explique, je dis, je fais un peu d'excès parce que tu sais, je finis tard, je mangeais peut-être un peu trop, je vais boire un coup avec les copains et du coup, c'est un excès. Il me dit, tu sais quoi? Moi, je vois pas vraiment d'inconvénient parce que il faut salir pour nettoyer, tu vois. Si tu nettoies quelque chose qui est propre tout le temps, ça devient un peu chiant, quoi. Ouais. Et j'ai adoré C'est pas cette... incompatible. Non, c'est pas incompatible et tu Mm. peux... Il y a aucun problème à celui qui ne veut jamais boire et qui veut faire du sport et qui veut avoir une vie impeccable. Ça, je critique pas et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime bien ma vie comme je la vis aujourd'hui, c'est que je cherche un équilibre et j'adore le fait de pouvoir manger un peu trop, boire un peu trop et rire beaucoup trop. Tu vois, c'est ça la philosophie dans les restaurants. J'ai envie de rentrer et je prends autant de plaisir à avoir des gens dans mon restaurant qui me disent c'était vraiment très bon, merci beaucoup, on s'est régalé, que juste sans les mots, voir des gens danser, se régaler, s'éclater. Là, tu les entends les mots sans qu'ils soient prononcés. Pour moi, voir un déhanché humain, voir des sourires, voir une table qui paye des verres à une autre, quelqu'un qui prend la main et qui commence à danser, pour moi ça veut dire énormément de choses. Qu'est-ce que ça anime chez toi, tu crois? Où est-ce que ça résonne? Où est-ce que ça trouve son sens? Parce qu'on sent que ça prend à quelque chose qui est intime, qui est profond, de se dire, de voir cette effusion, cette communion-là. Je pense que je viens d'un pays, tu vois, qui n'a pas toujours eu la chance de tout avoir, qui a une réputation qui est très complexe, qui est un pays où on mange pas tout le temps à sa faim, où on a été victime de guerre, de violence, mais qui est un peuple qui n'a jamais cessé de faire la fête. Il y a une phrase incroyable d'une musique de Latino-América, de Calle 13 avec Toto La Momposina, qui dit l'Amérique latine est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais qui n'a jamais cessé de marcher. Et je trouve que cette joie de vie, tu vois, cette chaleur, cette envie de continuer à faire la fête malgré les problèmes, elle est en moi. Elle est un peu en moi et j'adore la partager. J'adore arriver et voir les restaurants qui sont avec cette émulation, avec cette joie, avec cette, je sais pas, je pense que un resto, c'est pas juste fait pour découvrir une assiette. Un resto, c'est fait pour partager un moment, pour partir avec un souvenir, pour danser si l'on veut, pour monter un petit peu la musique. C'est un lieu de vie. Et j'ai aucun problème avec des restaurants dans lesquels on a des règles et on a une nappe et on parle pas très fort et on fait attention et on vit une expérience. Mais moi, j'aime bien les restos dans lesquels on va chercher un petit peu plus loin et on fait tomber les masques. Il y a une histoire
C'est les Japonais, ils disent il y a 3 sortes de nous. Il y a la personne que tu es avec le monde, que tu acceptes de montrer au monde. Il y a celle que tu acceptes de montrer à toi-même. Et il y a celle où tu n'acceptes même pas toi. Tu vois, c'est ce truc un peu perdu, ce masque que tu t'es même pas capable d'accepter. Ouais. Moi, je trouve que chez nous, les gens, ils arrivent à atteindre le deuxième masque. Tu vois, ils arrivent à enlever ce premier. Ouais. Ils dévoilent une partie de leur intimité, pas forcément toujours par l'alcool. C'est pas lié juste à l'alcool, c'est lié à une énergie, c'est lié à une émotion, c'est lié à peut-être aussi à une énergie de groupe. Quand tu vois les gens qui sont en train de danser, moi j'ai plein de copains qui boivent pas, qui sont très sportifs et qui finissent sur la table, tu vois. Donc c'est pas juste lié à ça, c'est pas juste lié à un excès d'alcool. C'est lié à une énergie, à une étincelle, à une bonne musique, au bon moment, bien lâché. Le travail d'un DJ est énorme. Tu vois, nous, dans certains restos, on a une playlist, mais on voit la différence quand t'as quelqu'un derrière qui sait ajuster, bien sûr. Qui lit ce qui est en train de se passer. Ouais. Quand t'as un groupe de 25, des gens qui ont 25 ans, ou quand t'as un groupe de gens qui ont 37, 38, 40, et bah, quand tu lâches un France Gall, le résultat va pas être le même. Ouais. Alors que tu lâches un ramener la coupe à la maison ou un je sais pas, un Jaja de Yaya Nakamura. C'est pas mal, Yaya Nakamura. Vous devriez faire une collab. Ce serait bon, ça. D'Aya Nakamura, à ce moment-là, tu vois, le résultat est pas le même. Ouais, bien sûr. Donc, tout ça fait partie du terrain de créativité que moi j'adore aujourd'hui faire. Je suis pas juste sur une assiette, j'aime bien créer l'assiette, mais aujourd'hui j'aime bien créer l'univers, la lumière, le son, la façon comment on va servir, le truc qui va flamber, qui va tout ça, ça devient partie de la réflexion. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté décomplexé et tu pars de ton envie et tu suis ton envie et finalement tu renoues sans forcément parler de cuisine et du geste et de ton métier en salle avec l'envie de voir un moment exister. Et ça a un contre-effet qui est que en France, la cuisine, tu vois, est un peu sacralisée, l'expérience du restaurant est un peu sacralisée. Et là, on se parle de plein d'autres choses que d'aucuns pourraient dire. Ouais, bon, bah, du coup, c'est plus des restaurants, c'est un peu, nanana. Qu'est-ce que tu fais, justement, du regard que peut porter, ou que pourraient porter des chefs ou des gens un peu établis qui disent, ouais, bon, bah, Juan, en fait, il va ouvrir des restos où on met du son à fond, machin truc. Comment tu vis ce truc-là? Toi qui viens, justement, aussi, d'une école, de palace, de temple de la gastronomie. Tu sais, c'est arrivé et ça nous est arrivé et il y a plein de gens au départ qui critiquaient énormément. On était dans les premiers restaurants festifs. Aujourd'hui, tout le monde a ça en bouche, tout le monde le fait. Il y a des grands groupes qui se sont attaqués, mais nous, on était au tout début de cette mode. Il y a une phrase qui m'a toujours un peu guidé dans mes choix, c'est que tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Les gens souvent qui te critiquent, c'est ceux qui font un peu moins. Tu vois, c'est ceux qui sont peut-être en dessous, en train de regarder, lui, machin. Enfin, t'as jamais un gars qui est au-dessus de toi, qui est très bon, qui est très bon, qui bosse comme un cinglé, qui va se retourner pour dire ah oui non mais lui il fait des restaurants festifs et il y a un truc génial que moi j'ai vécu, c'est que finalement ces critiques je me suis savonné profondément pour qu'elles me glissent de l'huile d'olive. On a eu de la chance d'avoir de l'huile d'olive. C'est le bon truc. On s'est badigeonné, je pense tous les 3 d'huile d'olive. On a laissé un peu glisser. On a réussi à instaurer, à enraciner un peu notre style. Et si tu vois, aujourd'hui, les gens que je côtoie, les amis, les copains sont les gens que j'apprécie, sont Pierre Hermé, Guy Savoy, Emmanuel Renaud, Julien Duboué, Denis Moisy. Aujourd'hui, moi, je m'entends avec tout le monde. Tu vois, je suis pas dans un créneau gastronomique, je suis pas dans un créneau bistronomique, j'ai toujours été un espèce de d'ovni un peu, tu sais, j'ai jamais pris la part je suis un chef qui fait pas du gastro, qui est pas dans cette quête et dans cette recherche. Et c'est pas trop compliqué d'exister justement quand on est C'est hyper compliqué, mais en même temps, quand tu bosses comme je bosse et quand tu mets l'énergie que tu mets et quand t'es à fond et t'y crois et tu mets tes tripes, je sais pas, ça finit par fonctionner et ça finit par être accepté. Tu vois, je me souviens être invité pour faire des cadmas avec Johan Comte. Tu vois, là il y a
Il y a Glenn Viel, il y a Laurent Petit qui fait des cas de main avec lui. Enfin, il y a et moi, tu vois, j'ai fait un cas de main avec Édouard Loubet, Christopher Ribert, les deux qui étaient doublement étoilés. Ouais. J'ai fait. Donc c'est ok. C'est génial, tu Ouais. vois. J'ai été invité par Nicolas Sarr à l'époque, signer une carte au Ritz et on avait bossé sur le truc ensemble. Donc Oui, donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est que quand même la profession ne te déconsidère pas du tout. Parce que Non. quand on se parle d'Emmanuel Renault, quand on se parle de gens comme ça, bon, on se parle de chef 3 étoiles quand même, donc. Et parce que eux, T'es je validé. pense, eux, ils sont au-dessus, tu vois. Ouais. Ils regardent pas quelqu'un qui fait moins. Ils s'en foutent. Eux, ils ont un chemin, Ouais. ils ont un style, ils sont tracés. Ils ont pas besoin de critiquer le chemin de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, C'est les très bien seuls- ce truc des Non, gens mais qui c'est sont vrai. au-dessus, en dessous. Hein. Les seules personnes qui moi j'ai appris ou j'ai entendu qui Ouais. avaient des mots un peu de travers, Hein. honnêtement, j'ai pas envie d'être à leur place. Ouais. Tu vois, ça me donne pas Mm. envie. Donc, et je me souviens d'avoir été critique à des moments envers des gens pour qui j'étais jaloux. Tu vois, moi-même, je l'ai été. Ouais. J'étais trop jeune, je comprenais pas comment ça se passait. J'avais 22, 24, 25, 27 ans et j'étais jaloux des gens qui étaient plus forts que moi, Mm. qui avaient réussi à avoir des choses que moi, j'avais pas. Ouais. Donc, tout ça aujourd'hui avec beaucoup de maturité, en digestion, je me rends compte que finalement, faut pas, Ouais. Trace, faut pas travaille, trop se prendre la fais ton tête. truc. Il faut avoir son but, il faut le suivre et il faut s'adapter. En vrai, t'as ton but et il y a plein de problèmes dans la vie et les galères. Aujourd'hui, je te parle de tous les succès, des choses qui sont faciles. On avait parlé d'échecs la dernière fois quand on s'était vu. Ouais. Et c'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que cette énergie-là, justement, je trouve ça, c'est un très bon type. Je trouve que tu donnes ce truc des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous. Ça fait le ménage dans la conscience et on se dit, ok, en fait, faut que je continue à avancer. Et bisous à ceux qui sont en dessous et qui critiquent. Il n'y a pas que des réussites dans cette énergie-là. Est-ce que vous, dans votre groupe, parfois, il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas? Et dans celles qui ne fonctionnent pas, pourquoi, selon toi, elles ne fonctionnent pas? Est-ce qu'on arrive à savoir? Bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, on a 17 restos, on a 10 à nous. Je pense que je suis à ma 27e ou 30e ouverture de resto. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont pas fermé. marché Ouais. ou qui ont fonctionné pendant 2 ans et qui ont finalement passé de mode et qui ont, tu vois, on a fait des restos pendant le Covid. Il y a eu cette petite crise mondiale qui nous a fait remettre tous en question. Ouais. Nous, on travaillait déjà sur un projet de vente à emporter. Le Covid arrive, ça nous permet juste d'accélérer les choses. On achète rue de Charonne. Rue de Charonne, qui est un endroit génial, 11e, bobo, avec une... Mais elle est longue. Elle est Et longue. tous les segments ne sont pas les mêmes commercialement. On est d'accord. Et en fait, on arrive rue de Charonne, mais on arrive avec un truc en takeaway qui fonctionne très très bien pendant le Covid. On fait des chiffres incroyables, le truc cartonne, c'est trop bien. On se parle d'Arbella. Ouais, à l'époque, c'était Street Lab. Street Lab, on a 5 restaurants dedans. C'est le coup de génie. T'as une seule cuisine. On fait le truc vitré parce qu'à l'époque, c'était les dark kitchen. Nous, on fait bright kitchen. C'est-à-dire qu'on vitre tout est ouvert. Et les quatre restos, il y avait Paula, qui était des Pokéballs. Il y avait Cocotte, qui était du poulet frit, Little Cocotte. Il y avait Grand Burger et Yaya. T'avais les 4 qui étaient faites dans une même cuisine par 4 cuisiniers et t'envoyais 4 restos dans un même endroit. En vrai, c'est un coup de génie comme idée. Si tu penses au niveau business, t'as pas besoin de grands restaurants. Une unité de production. Voilà. Et t'as 4 restos et t'envoies et tu déploies à 2, 3, 4, 5 kilomètres. Ouais, tout en takeaway. Le truc, c'est génial, ça cartonne. Covid s'arrête, les gens, ils ont envie de sortir, voir du monde, terrasse. Et là, le truc s'effondre. Tu vois, t'as 25 ou 30% que tu laisses aux plateformes. T'as ton staff à payer, t'as les gens qui veulent plus commander parce que t'as vraiment une envie de sortir et de voir et de s'embrasser, de se faire des câlins et de se rouler des galoches. Les gens veulent plus commander à la maison. Donc, t'as une perte de 60-70% de ton chiffre d'affaires. Impossible à tenir. On se dit, on va pas lâcher. C'est un super spot. Moi, j'avais créé Arbella dans le 10e qui cartonnait. C'est un spot super, machin. On se dit, OK, cave à vin, bar à tapas, ça peut être très cool. On lance Arbella là-bas, on remet un billet, on se serre la ceinture. Le truc, il est en train de nous couler. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte, mais un resto qui perd 5 à 10 000 euros par mois,
c'est un resto qui te bouffe 110 000 euros par an, Ouais. qui peut être le bénéfice de ton année. Ouais. Tu vois, c'est énormément d'argent. Et donc, on tient, et finalement, ça n'a pas marché. Donc, on a décidé de mettre en vente. Pareil pour Anthony, tu vois, Yaya Anthony, qui était une révolution, ça a marché hyper bien. Au début, et finalement, on se rend compte que c'est une clientèle qui considère que Yaya Anthony, enfin, un restaurant étranger, c'est le resto un peu événement. Donc les gens viennent pour fêter leurs anniversaires chez nous, mais ils viennent pas tous les jours. T'as pas un réflexe de venir manger dans un resto étranger où Yaya, machin, tous les jours. T'en fais pas ton quotidien, ouais. Donc on fait pas les chiffres. Et tout simplement, ok, c'est pas grave, il faut se réinventer. On a pris une pêche ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser gangréner tout le bras. Il faut se couper un doigt. On coupe, on vend. C'est pas très grave. On avance, on continue. Pendant cette remise en question, on fait un dîner. Moi, je suis ambassadeur Minuti et on travaille. On fait un repas à Saint-Tropez pour Minuti. On a plein d'hôteliers, plein de grands clients. Il y a PJ, mon associé, Greg, tout le monde. On est en train de discuter avec un gars qui a plusieurs hôtels et qui nous sort. Putain, les gars, moi j'ai un problème, c'est que dans les hôtels, pour avoir les 4 étoiles, je suis obligé d'avoir un resto en bas. Moi, les chambres, franchement, je les loue 400 €. Ouais. J'ai rien à faire, juste le ménage. Mais je suis obligé d'avoir ce resto qui est un gouffre économique. Je sais pas gérer, j'ai pas envie de gérer. Et c'est un emplacement numéro 1. Franchement, c'est un enfer. Et là, on se dit, waouh, ting, là, il y a l'ampoule qui s'allume. On n'aurait pas un espèce de gouffre exceptionnel économique dans lequel on peut ouvrir des restaurants sans forcément avoir des capex d'investissement et de trésor à sortir. On arrive, on remplit les murs. Matière grise, ouais. On ramène notre team et on continue le développement. Donc là, on se pose pas mal avec PJ, beaucoup avec Greg. On voit comment on peut créer ce truc, ce pôle. Et du coup, on décide de créer ce pôle de consulting au sein d'Eleni. Et là, on a 5 ouvertures cette année. C'est absolument incroyable. C'est génial. Vous avez une coque, on a les idées. Et on la remplit, en fait. Nous, on prend un pourcentage de vente, un chiffre d'affaires. Il y a juste un ticket d'entrée pour travailler parce qu'on va bosser dessus pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Ouais. Et on va bosser dessus, quoi. Et là, on ouvre, du coup, on a été contacté par La Farm avec Mathias Dandouin, qui est 10 fois champion du monde de BMX. Et on ouvre à Reims. On a le groupe Annie Famose, qui est un groupe que j'admire. Tu vois, je trouve qu'ils sont exceptionnels sur le côté fête, restaurant festif. Ouais. Ils ont la ferme Saint-Amour, l'Opéra Saint-Tropez. Ils ont la petite plage avec Eric Fréchon. Ils ont plein de trucs. Et là, on ouvre un hôtel, du coup, à Anglette, Maison Chiberta, à Eurasso. On ouvre à côté à Villeneuve, dans un endroit incroyable, la Marina Baie des Anges, un resto avec un hôtel mais exceptionnel sur les côtes méditerranéennes, pareil. On ouvre à Bordeaux. Et du coup, tu vois, on a toujours cette énergie qui est canalisée parce qu'on a des projets qu'on traite, mais il y a moins de risques pour nous parce qu'on n'a pas les investissements. Les hôtels sont très contents de s'enlever ce caillou de la chaussure. Ouais, ils délèguent. Bah ouais, et c'est délégué, quoi. Et pour la première fois, tu vois, là, on a ouvert l'ONA à Annecy. On fait un mois record, le mois de mars, qui est le mois le plus nul. Ouais. On fait un mois record en chiffre d'affaires. L'été s'annonce monstrueux. L'ouverture est incroyable au niveau des chiffres. Donc, en vrai, c'est tellement gagnant pour eux. Et pour nous, c'est... Et est-ce que vous avez envie que tous ces lieux aient un ADN commun, ou est-ce que pas du tout vous vous adaptez à un... Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a des restos dans lesquels... Parce que quand les mecs doivent vous voir arriver, ils doivent se dire, attends, il va arriver avec des décibels, des choses comme ça. Est-ce que non, justement, vous composez en fonction des... L'ONA n'est pas un resto festif, tu vois. L'ONA, c'est une bistrot-brasserie face au lac, dans lequel on fait une cuisine sans prétention, des produits qui sont du coin, avec des petites touches qui t'invitent à l'évasion. Tu vois, donc on va faire un ceviche de truite du lac, on va faire un tiradito d'amble chevalier, on va se faire, tu vois, c'est que des produits locaux avec une petite touche qui change, parce qu'on veut pas faire un énième restaurant du lac, on voulait faire quelque chose qui t'invite au voyage. Donc il y a même des restos dans lesquels j'ai pas envie d'apparaître, tu vois, c'est pas forcément... On crée un resto pour l'hôtel. C'est pas moi qui ouvre un resto. Je travaille bien évidemment sur les cartes. Je travaille sur la formation des cuisiniers, les fiches techniques, la création, le dressage. Et après,
service après-vente. Tu sais, cette fameuse élasticité sur laquelle on parlait au début. Les dents. Mais on n'est pas tout le temps en train de mettre le nom. Et des fois, c'est juste une marque blanche et on accompagne. Donc, c'est un univers qu'on a commencé à creuser depuis bientôt 2 ans et qu'on adore en vrai. Qu'on adore. On a vendu du coup certaines restos, certains fonds de commerce qui marchaient un peu moins bien. On a gardé les gros paquebots qu'on aime bien et qui fonctionnent. Et on a créé ce truc qui est génial, quoi. Comment, du coup, pour se tourner vers l'avenir et conclure cette histoire, comment au tout début, on a senti une forme de perplexité avec cette forme de métier qui a changé très rapidement pour toi en quelques années, où maintenant il faut gérer. Et il faut gérer beaucoup plus. Et il faut faire le tour des maisons, justement, pour gérer ces petites dérives ou cette élasticité dont on se parle. Comment t'envisages la suite? Comment tu te projettes? Alors, je te dis tout de suite que regrouper 17 restaurants en un, ça me semble compliqué. Et même si tu y arrivais, tu n'aurais pas le temps de faire le tour de toutes les tables si tu devais tous les mettre au même endroit. Non, mais... c'est quoi l'envie pour les... À un moment, quand tu génères un groupe de restauration et que les marques sont assez fortes et assez puissantes pour être exploitées, qu'elles brillent, qu'elles ont une image et qu'elles sont assez puissantes, souvent t'as d'autres groupes qui veulent éventuellement te racheter ou qui veulent investir ou qui veulent. Donc en vrai, moi je pense aujourd'hui j'ai Dimitri qui est arrivé il y a quelques années dans la boîte et qui est chef exécutif et qui pilote aujourd'hui tous les restos avec moi. Donc lui, il commence à prendre aussi une grosse partie des responsabilités que moi j'avais jusqu'aujourd'hui. On embauche côté cuisine. Côté cuisine. Côté cuisine, écoute, côté gestion de rétention, de tendre cette élasticité et d'éteindre des feux. Ouais, il faut que la ligne soit tenue et lui, il devient un peu garant de ça. Exactement. Donc moi, ça commence aussi à me permettre d'avoir un peu plus de temps pour revenir en cuisine, pour faire des services, pour être un peu plus présent. Et à un moment, je sais pas comment est l'avenir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la façon comme je travaille m'excite toujours autant. En vrai, la seule chose, et j'étais dubitatif parce que j'aime bien être honnête, tu vois, tu me poses la question, est-ce que tu es 100% heureux avec ça? Moi, non, mais il y a des phases, on n'est jamais 100% heureux. Il y a des charnières, des phases de transition, des trucs qui s'écrivent. Aujourd'hui, j'ai vraiment une chance énorme d'avoir le succès qu'on a, de continuer à vivre de mon métier, Enfin, c'est génial. J'ai un resto dans tous les endroits dans lesquels j'aime vivre, j'aime partir en vacances, j'aime y être, j'aime arriver à Annecy, c'est une bolée d'air, mais exceptionnel. Partir aux Pays-Bas, c'est vrai que c'est cool. Toi, tu peux voyager, te retrouver chez toi un peu. C'est génial. Je reviens de Cannes où tout le monde galère parce que tu sais jamais comment être pris, comment être. Moi, j'ai ma plage à Cannes, tu vois, je suis trop bien. Les gens, ils viennent, ils s'installent, c'est exceptionnel. Biarritz, c'est monstrueux pendant l'été. Enfin, en vrai, c'est une joie énorme. Moi, la seule tristesse que j'ai, c'est pas pouvoir serrer la main de tous mes clients, c'est pas pouvoir les voir tout le temps. Et c'est le seul truc un peu complexe. À part ça, franchement, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui sont uniques. J'ai la chance d'avoir des équipes incroyables. Aujourd'hui, en plus, toute la partie image, marque, on a réussi à faire un travail qui est génial parce que je travaille avec des marques qui m'inspirent, tu vois. On a la chance et la joie de pouvoir continuer là-dessus. On a ouvert une chaîne YouTube qui est géniale. On a créé des masterclass dans lesquelles on donne des recettes qui sont un livre qui ne cesse jamais de se remplir. C'est un livre interactif sur Internet où tu as des recettes, 4 recettes par mois qui se remplissent. Tu as toujours les réseaux sociaux. Enfin, en vrai... Ça nourrit ton enthousiasme. Je suis tellement content d'avoir tous ces angles, d'avoir tout cette... et que ça fonctionne, tu vois. Et quand ça fonctionne pas, c'est pas très grave. On se réinvente, on vend, on change d'axe et puis on repart. Tu manques pas de temps, d'air ou d'énergie aujourd'hui avec tout ça? T'aimerais en avoir plus pour autre chose ou est-ce que toi t'es dans ton équilibre de vie là, tel que t'es en ce moment? Non, en vrai, franchement, j'adore la façon comme je vis ma vie. J'ai finalement... Parce que ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps, mais moi... Pensez pour l'entourage parce que c'est pas facile de vivre avec des gens qui sont dans l'engagement. Tu vois? Ouais, après j'ai une femme qui est exceptionnelle, qui a créé sa boîte
qui est architecte des PLG, qui fait des énormes constructions. Quand donc je vois qui sait ce que c'est que d'être impliqué dans un projet. Vous bossez ensemble parfois ou pas? Non, jamais. Ce matin, elle est partie plus tôt de chez moi, enfin de chez nous, de la maison, et ce soir, elle rentre plus tard. C'est une énorme bosseuse. Et c'est important d'avoir cette même fréquence. Ouais. Et des fois, quand il faut, elle regarde, elle dit, ça serait bien que voilà, on se retrouve là ce week-end, et c'est nos parenthèses. C'est juste que peut-être je partage beaucoup de ce qui est le taf, et je partage un peu moins quand je suis allongé dans un transat en train de me reposer ou de mater un film. Mais ça arrive quand même. Mais ça arrive. Et c'est l'essentiel. Et il y aurait pas cet équilibre, je pourrais pas vivre. Donc non, ça arrive. Est-ce que je me repose beaucoup moins qu'un être humain normal? Oui. Mais ça fait partie de la façon comme je vis ma vie et comme j'aime la vivre. Ouais. Et j'ai de la chance de partager ce chemin avec une personne qui est incroyable et qui considère que le travail est une valeur aussi importante que moi. Elle le voit de la même façon. Ouais. Donc ça, on l'a en commun. Je pense en effet qu'il vaut mieux avoir cette valeur en commun pour suivre Juan au quotidien. Car si vous le voyez sur les réseaux, et comme vous l'avez entendu ici, il y a chez lui un réflexe d'implication. Quelque chose qui, depuis toujours, fait qu'il ne se lance pas, il se jette, il plonge. Et tant pis si le pari est risqué, tant pis si les voyants sont au rouge, si ça parle aux tripes, avec du travail et un peu d'acharnement, ça passe. En tout cas pour lui, ça passe. La plupart du temps, car merci Juan de cette transparence, c'est ce qui fait l'intérêt de ces échanges. On a bien entendu que tout ne rime pas toujours avec succès, que toute entreprise n'est pas une réussite et que l'échec fait partie du chemin. Il sert d'ailleurs à affiner le trait, à avancer et qu'en fait, en lieu d'échec, il s'agit plutôt d'apprentissage. Ce que je voudrais qu'on se partage tous de cet épisode, c'est ce mood qui caractérise Juan, car on a souvent tendance à regarder les chefs entrepreneurs comme des suspects, des pas vraiment chefs, etc. Et c'est chiant, au fond, ces barrières. Et comme il le dit, elles sont souvent dressées par jalousie. D'ailleurs, je retiens pour toujours son tips de se dire que souvent les mauvaises langues et la critique, elle vient des gens qui jouent à l'étage en dessous. Alors, chacun dans sa ligne, on taffe et on sourit. Moi, en tout cas, à chaque fois que je croise Juan, il recharge mes batteries, son enthousiasme et son énergie me motivent dans mes projets, et c'est la preuve que justement le meilleur carburant pour réussir, c'est l'enthousiasme et l'envie de bien faire pour les autres. L'équation, elle est pas si compliquée que ça, et pourtant, on est peu nombreux à maintenir ce mood au quotidien. Alors merci Juan Arbelaez de nous avoir partagé ton histoire et ce sourire qui dit tout. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'était super inspirant. Notez le podcast si vous ne l'avez pas fait. Vous le savez, c'est hyper important pour moi, pour continuer de progresser dans le game et surtout pour faire connaître les histoires de celles et ceux qui me font le plaisir de venir à ce micro. Abonnez-vous, écrivez-moi sur Insta, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Sur Chef, évidemment. Salut!